Après la chute du mur de Berlin en 1989, l'URSS, patrie du communisme, et ses pays satellites de l'Europe de l'Est se sont effondrés comme un château de cartes. C'est la fin d'un empire totalitaire, c'est aussi la fin d'une grande mystification et d'une tragédie dont l'histoire commence 70 ans plus tôt. En 1917, la victoire de la révolution communiste en Russie provoque alors un séisme en Europe. Pour la première fois, on assiste à la mise en place concrète d'un système radicalement nouveau et inspiré du marxisme. Les principes de base du communisme sont simples, la propriété privée est abolie et tout est mis au service de la collectivité au détriment de l'individu. La terre, les usines, les banques, tous les moyens de production sont nationalisés. L'État centralise les décisions et décide la planification de toutes les productions. En théorie, le système doit fonctionner pour assurer une meilleure répartition des richesses, mais en pratique, il est inefficace. En Russie, la collectivisation forcée des terres sous Staline à partir de 1930 provoque famine et répression massive. 8 à 9 millions de personnes sont intégrées de force dans les fermes d'État ou déportées dans des camps. C'est le tristement célèbre Goulag où plusieurs millions de personnes trouveront la mort. Mais ce désastre humain et économique est habilement dissimulé pendant longtemps par les communistes. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le communisme fait encore rêver et l'opposition avec le monde capitaliste prend une tournure de plus en plus radicale. Le communisme sort de la Seconde Guerre mondiale renforcé. L'Union soviétique a joué un rôle capital dans la victoire contre l'Allemagne hitlérienne. 26 millions de Russes sont morts dans la guerre contre les nazis. Et Staline tire de ses sacrifices un très grand prestige. Il en profite pour prendre le contrôle d'une grande partie de l'Europe de l'Est, qui passe sous domination communiste. Un à un, les pays libérés par les Russes sont mis au pas. Les communistes éliminent méthodiquement toute forme d'opposition démocratique. Un rideau de fer sépare désormais les pays de l'Est du reste du monde. 1949 est une année faste pour le monde communiste. La victoire de Mao en Chine, le pays le plus important du monde par sa population, fait craindre un basculement de toute l'Asie vers le communisme. La même année, c'est l'explosion de la première bombe atomique soviétique, un choc énorme pour les Américains et leurs alliés, et le coup d'envoi d'une incroyable course aux armements qui va durer plusieurs décennies et mobiliser des ressources considérables. Communistes et capitalistes s'observent de part et d'autre du rideau de fer, faisant planer la menace d'une guerre atomique en cas d'agression. C'est ce que l'on appelle la guerre froide, mais plusieurs fois la guerre froide menace de dégénérer en conflit généralisé. Pendant cette période, l'Union soviétique fait figure de superpuissance militaire. Elle fait peur au monde capitaliste. Mais dans les pays capitalistes, les partis communistes relaient la propagande de l'Union soviétique et entretiennent l'illusion d'un paradis communiste. Dès 1956, le rêve communiste est sérieusement ébranlé avec les émeutes de Budapest en Hongrie. Des milliers de morts, des barricades et des cadavres jonchent les rues de Budapest. L'image du communiste soviétique n'est plus celle d'un sympathique prolétaire luttant pour l'égalité entre les hommes. C'est l'image d'un tankiste écrasant la liberté. En 1961, la construction du mur de Berlin détruit les dernières illusions. Les pays communistes sont bien des prisons dont on essaie de s'échapper à tout prix. En 1968, le monde communiste encaisse un autre choc avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge qui met fin à l'expérience libérale du printemps de Prague. Cette fois, l'Union soviétique apparaît clairement telle qu'elle est, une entreprise totalitaire fondée sur la terreur. L'Union soviétique, deuxième puissance planétaire, semble encore invincible pendant les années 70. Mais derrière la puissance militaire de son armée rouge, apparaissent déjà les signes d'un désastre économique qui provoquera en moins de 10 ans l'effondrement du monde communiste. Avec l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques en 1979, l'armée rouge encaisse sa première défaite militaire.
Coûteuse en hommes et en ressources, la guerre s'éternise et démontre les faiblesses d'une économie ruinée par la course aux armements. Minée par la bureaucratie, le gaspillage et une productivité médiocre, l'Union soviétique n'a plus les moyens de ses ambitions. À partir de 1986, Gorbatchev tente de desserrer l'étau de la collectivisation pour redonner un peu d'oxygène à son pays, mais il est trop tard. Affaibli, l'Empire russe ne peut plus faire régner l'ordre dans les pays satellites qu'elle contrôle et la contestation s'engouffre dans la brèche de liberté ouverte par Gorbatchev. À partir de 1989, le maître du Kremlin ne contrôle plus rien. Tout s'accélère avec la chute du mur de Berlin, le symbole de la guerre froide, l'image la plus honteuse du rideau de fer. En quelques semaines, le monde issu de la Seconde Guerre mondiale s'écroule comme un château de cartes. La Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie s'engagent sur la voie du multipartisme et des élections démocratiques. Partout, les communistes sont battus et la rupture avec l'URSS consommée. Combien le communisme a-t-il fait de victimes depuis la victoire de Lénine en 1917? Les estimations les plus sévères avancent le chiffre de 100 millions de morts. La faillite du communisme n'est donc pas seulement économique, elle est aussi celle d'un régime totalitaire particulièrement meurtrier. Au revoir et à la semaine prochaine.